Jacques est mort il y a 17 ans, en 2004, sur une table d'opération avec le cœur en miettes. Et pour moi, c'est comme si c'était hier. Jacques était comme un frère pour moi. Nous sommes très nombreux à l'avoir connu et aimé, et il nous manque beaucoup. Et Jacques a été assassiné. La carrière de Jacques Benveniste est très brillante, elle se situe à la pointe de la recherche. Études de médecine, puis en 1965 le CNRS, puis chef de clinique, travail aux USA. En 1971, il découvre une molécule très importante, le PAF, c'est-à-dire Platelet Activator Factor. C'est une molécule qui intervient pour stimuler la production de plaquettes qui permettent la cicatrisation. Une découverte qui le place immédiatement dans la liste des nobelisables. Jacques Benveniste est frappé par le fait que cette molécule agit même lorsqu'elle est présente avec un taux de dilution extrêmement important. En 1973, il devient directeur d'un laboratoire de l'INSERM, INSERM qui signifie Institut national scientifique d'études et de recherche médicale, c'est le CNRS pour la biologie et la médecine. En 1988, il étudie la réaction du sang humain, une réaction allergique face à un stimulus qui est le venin d'une piqûre d'abeille. Les cellules qui réagissent alors sont des globules blancs particuliers qu'on appelle les basophiles. Vous distinguez dans ces basophiles des petits granules et lorsque la cellule détecte la présence du venin, eh bien, elle émet ces contenus. On dit qu'il y a une dégranulation des basophiles et ce phénomène peut être mis en évidence avec un colorant. Jacques Benveniste entreprend de mesurer la réponse de ces globules blancs à ce stimulus selon la dilution du venin. Alors ça s'effectue simplement en comptant le nombre de basophiles qui ont dégranulé. Pour diluer le venin, on le dilue dans 10 fois son volume d'eau. Alors une dilution, c'est 10 fois, 2 dilutions, c'est 100 fois, dilution 3, 1000 fois, etc. Et là, Benveniste a une grande surprise. Il s'aperçoit que alors que le venin a été dilué un nombre considérable de fois, la réaction allergique est toujours présente. Alors que le calcul montre que statistiquement, avec un tel nombre de dilutions, il ne devrait plus y avoir une seule molécule de venin. Avec les 12 membres de son équipe, il rédige donc un article. Quand on le lit, on réalise que les expérimentateurs ont pris toutes les précautions possibles, alors même jusqu'à faire des expériences à l'aveugle. Pour comprendre pourquoi cela a posé un réel problème, je pense qu'il est nécessaire de lire l'article et vous le trouverez téléchargeable à partir de mon site internet. Alors ils envoient ça à la revue scientifique la plus prestigieuse, la revue anglaise Nature. Enfin, vous avez vu, après le scandale du Lancet, quelquefois on est amené à se poser des questions sur ces revues de référence. Alors ça, c'est un numéro de 2016 qui se situe 8 ans après la mort de son rédacteur en chef de l'époque, Sir John Maddox. Toujours est-il que l'article est examiné par des référés qui trouvent que la méthodologie est correcte et qui ne voient pas de raison de le rejeter. Mais à ce moment-là, Maddox intervient et écrit à Benveniste en disant voilà, ce résultat contredit tout ce que nous savons en physique. Alors, peut-être avez-vous été victime d'une maladresse ou d'une tromperie de l'un de vos collaborateurs, mais je vous demande de retirer cet article. Si vous relisez l'article, vous verrez que les choses ont été faites convenablement. Benveniste se censure de lui, ils mettent du champagne dans le frigo et ils attendent Maddox. Et à ce moment-là, Maddox arrive avec un illusionniste, Randy, pour justement détecter la fraude. L'expérience est menée avec la plus grande rigueur. C'est même Randy qui distribue les enveloppes pour les expériences à l'aveugle. Et c'est la catastrophe. Les résultats ne sont pas concluants. Ce qui va suivre, c'est un cauchemar de plus de 20 ans pour Jacques Benveniste jusqu'à sa mort en 2004. Au moment où Jacques Benveniste effectue cette découverte et où il dirige un laboratoire de l'INSERM, le directeur de l'INSERM, c'est Philippe Lazare. C'est un polytechnicien et un statisticien, mais vous savez que dans le monde de la recherche, ce ne sont pas les chercheurs qui dirigent, ce sont les hauts fonctionnaires. Lazare, qui se moque éperdument des états de service de Benveniste, lui dit « Voilà, je te donne une année pour valider ce travail.
Si au bout d'un an, c'est validé, très bien. Sinon, au bout d'un an, tu iras faire ça en dehors du laboratoire et effectivement, au bout d'une année, Jacques Benveniste se retrouve dans des baraquements Algeco dans la cour du laboratoire, privé de tout financement. En étant réduit à trouver lui-même le financement de ses recherches, Jacques Benveniste s'épuisera à trouver cet argent et dans les derniers mois qui précédaient sa mort, il en était réduit à payer ses assistants de ses propres deniers. Que peut-on dire 15 ans plus tard? Eh bien, l'état liquide de l'eau reste un problème non élucidé. Alors bien sûr, dans la nature, on assiste sans cesse au fait que des éléments s'assemblent pour former des structures plus complexes. C'est le cas des molécules. Quand vous prenez du gaz carbonique, il y a du carbone et deux oxygènes, et cette liaison se fait par une sorte de mise en commun des électrons. Et puis après, vous avez des molécules de molécules, des structures de plus en plus complexes qui marchent toujours plus ou moins de cette façon-là. Au sommet de cette pyramide de la complexité, la molécule d'ADN, qui n'est jamais qu'une molécule faite d'atomes, elle-même est constituée de 4 éléments fondamentaux qu'on appelle nucléotides. Et alors on a l'adéine, la guanine, la cytosine et la thymine. Et avec cela, on code toutes les structures vivantes de l'univers. Et les biologistes parlent de codons. Et on voit aussi une chose, c'est que les structures de l'univers sont organisées comme une sorte de langage. C'est-à-dire qu'avec protons, neutrons et électrons, la physique crée une centaine d'atomes. Avec une toute petite poignée de ces atomes, la biologie crée une vingtaine d'acides aminés, de même complexité que les éléments précédemment introduits. À partir de ces acides aminés qui sont comparables aux éléments d'un Lego, on fabrique les protéines. Et à partir de ce matériel, on fabrique tous les êtres vivants de l'univers, vous, moi. Benveniste est en contact avec deux physiciens théoriciens italiens, spécialistes de mécanique quantique, Preparata et Del Giudice, que j'ai rencontrés. Et ces deux-là commencent à ébaucher une théorie de l'état liquide de l'eau. Pour que des structures puissent se former, il faut qu'il y ait une force de liaison. Et cette force est liée à la dissymétrie de la molécule d'eau, qui n'est pas linéaire, mais qui a une sorte de forme en V. Alors ça donne le fait que c'est un dipôle électrique. Donc à ce moment-là, les charges plus attirent les charges moins, et des structures peuvent se former. Des structures qui seraient constituées de combien de molécules d'eau? Eh bien ça, on n'en sait rien. Autant on a pu déterminer la structure de l'ADN à l'état cristallisé, grâce à la spectroscopie en rayon X, autant on n'a pas de moyens pour déterminer la structure de l'eau. Benveniste n'est pas qu'un médecin, un biologiste, un chercheur, c'est aussi un visionnaire. Et lui, il suggère que l'eau est capable de stocker une certaine quantité d'informations. Ceci étant, les médias se déchaînent, les journalistes inventent cette expression « la mémoire de l'eau ». Personne ne se donne la peine de retourner vers l'article fondateur de 88, où on peut trouver la façon dont ces résultats ont été obtenus. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Pendant des années, Benveniste se bat avec ses expériences, il les fait et les refait. Une fois ça marche, une fois ça marche pas. Tout simplement parce que les flacons d'eau distillée qu'il utilise n'ont pas forcément la même nature et la même réceptivité par rapport au stimulus. Il peut le constater en portant les échantillons de ses expériences à plus de 70 degrés, et à ce moment-là, le phénomène disparaît complètement, parce que cette eau se déstructure. Dans l'expérience de dégranulation des basophiles, les données expérimentales sont obtenues à l'aide d'un microscope en comptant à vue le nombre de basophiles ayant dégranulé. Et comme la communauté scientifique et la presse mettent en doute la fiabilité de cette méthode, Benveniste met en œuvre une nouvelle expérience où à ce moment-là, on met en évidence l'accélération des battements du cœur d'un hamster sacrifié pour la circonstance sous l'effet d'un autre type d'effecteur également ultra dilué. Il avançait que certaines molécules de la biologie n'exerçaient pas leur action par contact avec d'autres molécules, mais à travers la configuration qu'elles conféraient aux molécules d'eau environnantes. Par ailleurs, il avançait que ces molécules d'eau pouvaient à leur tour contaminer leurs voisines de proche en proche, et que toutes les molécules d'eau environnantes pouvaient alors adopter cette configuration, ce qui expliquerait l'indépendance par rapport à la dilution.
D'aucuns ont immédiatement dit: «Oui, mais pour que cela se produise, il faut de l'énergie et d'où vient cette énergie?» Et Jacques répondait: «Eh bien, c'est l'énergie électromagnétique ambiante très faible». À l'appui de cette idée, il montrait qu'en isolant son système avec une cage de Faraday, c'est-à-dire en empêchant cette énergie ambiante d'agir, eh bien, le phénomène ne se produisait pas. Il ne s'agit pas d'aborder tous ces travaux avec des mots comme la croyance et le scepticisme. Il reste un point. Sous l'angle épistémologique, l'affaire Benveniste n'est pas close. S'il n'y avait aucun fondement, s'il n'y avait aucun effet, alors les expériences n'auraient dû jamais rien donner, voire les protocoles utilisés dans l'article de 1988. Il a été attaqué de toutes parts et la presse n'a pas été en reste, et toutes ces attaques ont démoli complètement sa santé. Courir sans cesse de tous les côtés pour financer ses recherches, pour payer ses collaborateurs, c'est totalement inhumain. Dans les dernières années de sa vie, après de multiples opérations du cœur, moi je lui disais: Jacques, arrête, tu vas y laisser ta peau. Il est mort à 69 ans sur une table d'opération. En considérant le traitement auquel il a été soumis, moi je pense que cet homme, eh ben, il a été assassiné. Moi j'ai survécu parce que ma carrière n'a été qu'une suite d'abandons. Ceci étant, un jour on découvrira qu'il avait joué un rôle de visionnaire et de précurseur en comprenant le rôle de l'eau en biologie, au sens de la transmission et du stockage de l'information.